Place au parti pris. Pascal Route, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'international. On parlera bien sûr, ça n'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet important. On n'a pas pu l'aborder en début d'émission, du Qatar, du bombardement israélien au Qatar. D'abord, c'est vous qui commencez Route, votre parti pris politique. Vous revenez sur cette journée qui a encore une fois, qui avait fait couler tant d'encre à l'avance et qui finalement n'a pas réuni tant de monde que ça. Et vous vous demandez, parce que vous, c'est l'enseignement que vous en tirez, bloquons tout, où sont les honnêtes gens ? Non, mais ce que je veux dire, et Richard Ramos comme Robert Ménard l'ont brillamment dit, il n'y a pas eu de blocage et cette journée a été un échec. Néanmoins, moi, je suis absolument consternée. Regardez, on va regarder ensemble les images. Des jets de poubelles dans le 20e arrondissement de Paris. Une charge de CRS à la gare du Nord, mais lourde, hein. Des poubelles en feu à Lyon, des gaz lacrymogènes à Marseille, le bus en feu que vous voyez à Rennes, un feu au Châtelet. Alors peut-être qu'il y a une enquête qui était ouverte, c'était peut-être encore aussi un gaz lacrymogène venu peut-être de la police, il y a une enquête qui est ouverte. Mais vous savez, ce qui circulait dans les messageries ces derniers jours, je cherche des mortiers, vous savez où je pourrais en trouver. Donc dans les boucles Telegram, bloquons tout. Moi, c'est ça qui me pose un vrai problème. J'en ai ras-le-bol de cette violence. Moi, je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a une manifestation, elle doit être accompagnée par cette expression de violence. Alors, on l'a dit aussi, vous l'avez tout à fait bien dit, ces manifestations d'aujourd'hui, la violence et ces manifestations ont été un échec. Elle a été contenue largement et on peut dire que les 80 000 policiers qui ont été mobilisés ont fait leur boulot, ils ont anticipé et ils ont très bien réagi. Mais on peut pas faire ça tous les jours, on peut pas faire ça régulièrement, comme ça s'était passé au moment des Gilets jaunes. Donc en fait, il y a un problème de fond, parce que, si vous voulez, appeler à manifester aujourd'hui, maintenant, en France, c'est devenu synonyme de risque de violence et c'est un problème. Ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je m'en inquiète. Je le dénonce. Parce que, si on revient à l'historique un peu, la première fois qu'on a vu des provocations des Black Blocs, c'était le G8 à Évian en 2003. Et puis ensuite, bon, c'est les images que Perrine Combeau a retrouvées avec Louise Rondel. Ensuite, il y a eu le contre-sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg, et il y avait des manifestants qui venaient du reste de l'Europe. Bon. Après, ça a été 2016, les lois El Khomri. Et là, on a vu qu'il y a des groupes organisés qui ont pratiqué la confrontation violente dans les manifestations et qui ont commencé à s'introduire dans les cortèges. Bon, on a cru que c'était la fin du quinquennat Hollande, vous voyez, la faiblesse du pouvoir exécutif, et que ça allait s'achever. Pas du tout. Emmanuel Macron arrive, 2017, 2018, 1er mai 2018, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, vit une journée de cauchemar. Et donc, en fait, non, la violence s'est installée, elle s'est enquistée. Et on s'y habitue d'une certaine manière. Exactement. Et pardonnez-moi, mais vous avez eu ce réflexe un peu. Vous avez dit, c'était pas tant que ça. Mais moi, je vous dis non, c'est pas normal. On peut pas s'en satisfaire. Je vous rappelle les Gilets jaunes, évidemment, les forces de l'ordre avaient été critiquées à l'époque, mais quand même, ça avait été un déferlement. Après, il y avait les manifs des retraites, c'était plutôt calme avec les syndicats, mais en début de cortège, en fin de cortège, il y avait du baroud. Bon, mais on connaît la méthode, vous vous souvenez, ils déposent, ces gens-là, ils déposent du matériel sur le parcours, des projectiles, ils les positionnent dans les halls d'immeubles, ils vont les chercher, ça c'est quand ça marche, entre guillemets, quand il y en a beaucoup. Mais ils vont changer de vêtements pendant la manifestation, etc. On a vu, on l'a beaucoup expliqué à ce moment-là. Mais aujourd'hui, moi, je considère que c'est absolument inadmissible que des gens qui ont voulu bloquer, encore une fois, pour protester contre des problèmes de pouvoir d'achat ou même des problèmes plus politiques, mais avec un droit légitime à le faire, aient eu recours à ce que je vous montre ici. Je veux pas en augmenter l'importance, mais néanmoins, je trouve que l'aspect systématique qui inquiète les Français, qui mobilise des forces de l'ordre, qui font dépenser de l'argent au budget de l'État, c'est inacceptable. Et on l'a dit, c'est pas vraiment un soulèvement citoyen, c'est totalement politique. Et comme Robert Ménard l'a remarqué, c'est vrai que les militants de la France Insoumise, de Sud, de Solidaire, ont été rejoints par les militants pro-palestiniens qui ont été très présents aussi aujourd'hui. Donc on voit bien l'ancrage très à gauche, très partisan dans cette journée d'aujourd'hui. Alors, on est, pour conclure, un pays d'anarcho-syndicalisme, on est un pays de révolutionnaires, cette culture, elle marque la politique, mais cette violence dans les manifs, elle va au-delà de la radicalité. Elle ne doit pas être acceptable, elle ne doit pas être acceptée. Et finalement, bloquer un pays déjà bloqué par la crise politique,
Dans un contexte international aussi dangereux, ce serait risible si c'était pas si tragique. Et je vais vous dire, les Français l'ont compris. Puisqu'il y avait beaucoup moins de monde que prévu, c'était quand même une des raisons de la crise politique, cette angoisse de la date du 10 septembre. Ça a joué dans ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est aussi ça qui est grave, c'est la menace de la violence qui pèse sur la vie politique. Et peut-être que certains Français renoncent à manifester, c'est sûr, parce qu'ils ont peur d'être pris dans ceci. Bien sûr. Alors moi, je finis en vous disant, on fait confiance aux syndicats pour vendredi prochain, pour le 18 septembre, c'est jeudi prochain, pour qu'ils encadrent bien et qu'on ne voit pas ça. Parce qu'après, ça s'installe et ça n'est pas acceptable. Abnous ? Alors là, pas mieux, vraiment. Pascal ? Non, je persiste, il faut remettre les corps intermédiaires au centre du jeu dans ce pays. Les syndicats en l'occurrence. Les organisations syndicales notamment. Quand on était plus jeunes, il nous est arrivé les uns les autres de manifester. Je me rappelle qu'il y avait 2 ou 3 millions de personnes à Paris manifester contre la réforme Haby. On savait pas ce que c'était, mais on manifestait contre. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues. C'était impeccablement tenu au cordeau. Mais vous aviez des organisations syndicales qui étaient là et le pouvoir leur parlait. Jusqu'à Nicolas Sarkozy, dont le conseiller social, Raymond Soubi, discutait avec Bernard Thibault pour éviter la casse. C'est parce qu'on méprise les organisations syndicales, et les plus réformistes notamment. Non, mais c'est mon point de vue. Oui, non, je veux dire, c'est un phénomène qui a oui, enfin, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui s'est maintenant incrusté. C'est un phénomène qui s'est incrusté, mais le point les organisations syndicales sont une espèce de paratonnerre contre ce type de... Et il n'y a pas que les manifestations sociales qui sont gangrénées par une forme de violence, même si là encore, on l'a dit, il faut relativiser les choses, mais il faut se souvenir que le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions, on a assisté pas aux mêmes scènes, mais enfin, il y avait là aussi des débordements. Pascal, vous gardez la parole, votre parti pris économique, ça y est, le grand réveil de l'Europe qui enfin sort du club des naïfs en ce qui concerne l'industrialisation et certaines barrières. Alors ça avance, ça n'avance pas assez vite de mon point de vue, mais vous avez raison de dire malgré tout que ça avance. On dit que la France et l'Europe sont désarmées face aux rouleaux compresseurs chinois notamment et américains. Je parle de rouleaux compresseurs économiques, mais on a quand même 2 dossiers industriels, 2 beaux dossiers industriels stratégiques sur des marchés d'avenir qui évoluent dans le bon sens. D'abord, on a la start-up Mistral. Tout le monde voit ce que c'est. C'est le ChatGPT français. Alors, je préférerais dire que ChatGPT est le Mistral américain. Mais c'est une start-up Mistral qui est le champion européen, français, de l'intelligence artificielle générative. Beaucoup d'ingénieurs, on cherche, et on trouve d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs, mais beaucoup de trouveurs dans ce monde-là aussi, qui vient de lever 1,7 milliard d'euros auprès du champion néerlandais des semi-conducteurs, un groupe qui s'appelle ASML. Ça ne vous dira rien, mais retenez simplement que c'est les semi-conducteurs. Il n'y a pas de semi-conducteurs, c'est l'intelligence de l'industrie aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a un mariage là qui est un véritable beau mariage. Mistral AI est désormais donc une décacorne. Alors, il y avait des licornes, une décacorne, c'est-à-dire que sa valorisation boursière est supérieure à 10 milliards d'euros. Et il faut malgré tout dépasser les chiffres, David, parce que les chiffres nous encouragent. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je vois qu'il y a un petit mouvement quand même en Europe et en France, mais les chiffres nous rappellent qu'il y a un écart considérable avec nos concurrents. 300 millions d'euros de revenus chaque année pour Mistral AI, 12 milliards pour OpenAI, qui est la société américaine. 1,7 milliard d'euros qui sont levés par le français, alors que c'est 40 milliards de levée de fonds chez les Américains. C'est un début. C'est pas la même échelle. Et moi, je pense qu'il faut effectivement considérer que c'est un début et que la croissance peut être exponentielle. Si on s'en tenait au tableau de bord, on se dirait que le match est perdu d'avance. Mais je note au passage qu'il y a quand même une approche opérationnelle très intéressante et intelligente de la part de Mistral AI, puisque l'idée, c'est de travailler sur le terrain. Alors, c'est plus, vous savez, on parle de B2B. C'est une offre qui s'adresse plus aux entreprises qu'aux consommateurs. On oppose B2B à B2C, consumer. Les Américains sont plus ouverts vers le public et nous sommes un peu plus ouverts vers les entreprises avec des applications extrêmement concrètes. Et le deuxième exemple ? Eh bien, le deuxième dossier industriel d'avenir, c'est l'industrie des batteries. Alors, puisque l'Europe veut des voitures électriques, il faut qu'on soit sur le coup. La France met 1 000 € de primes supplémentaires pour l'achat d'une voiture électrique dont la batterie a été fabriquée en Europe. Au passage, d'ailleurs, Ruth,
c'est une des toutes dernières décisions du gouvernement de François Bayrou. Ça a été signé, c'est acquis. C'est bien, mais si on élargit un tout petit peu la focale, il faut accélérer la cadence à l'échelon européen. On a en France ACC et Vercors notamment, qui sont sur la côte de la mer du Nord, à la frontière belge, qui demandent à l'Europe d'accompagner le financement de leur croissance. Alors à ce stade, la technologie européenne n'est peut-être pas aussi avancée que la technologie chinoise, mais il faut prendre l'exemple sur les Chinois. La Chine a massivement financé, l'État chinois a massivement financé le développement de ce secteur-là. Les Américains ont également accompagné, le budget fédéral accompagne le développement des batteries électriques, des usines aux États-Unis. Ce sont des pays qui subventionnent cette industrie. Il faut qu'on fasse la même chose. Et il faut que l'Europe aille beaucoup plus vite parce que la bataille est engagée. Je veux terminer là-dessus. Elle n'est pas perdue. Ça nous rappelle quand même, c'est une petite leçon économique, qu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de capital. Bon, il faut rappeler qu'il y a peu de temps, les aides à la voiture électrique concernaient toutes les voitures électriques, y compris celles qui étaient fabriquées en Chine. Abnouz, votre parti pris international, ce que révèle la frappe d'Israël au Qatar, donc dans sa lutte armée contre les dirigeants du Hamas, Israël est allé jusqu'à frapper le pays de médiation et le pays qui abrite la plus grande base américaine sur son sol dans la région. Et si, je vais se poser la question, le Qatar était d'accord. Je m'explique. Hier, midi 15 heure locale, 11h15 heure de Paris, une série d'explosions a secoué le quartier Oupé de Qatara à Doha, donc au Qatar, quartier reconnu pour ses plages, ses galeries d'art et ses résidences diplomatiques, dont le siège des négociations du Hamas, qui était de toute évidence la cible principale, puisque ça a été le seul bâtiment qui a été touché. 10 explosions, de la fumée visible sur des kilomètres. Ce qui est intéressant, c'est que Tzal et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, ont immédiatement revendiqué l'opération dans un communiqué officiel. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu. L'armée et le service de sécurité intérieure ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste de Hamas, en précisant que les membres de la direction qui ont été attaqués ont dirigé l'activité de l'organisation terroriste pendant des années et sont directement responsables de l'exécution du massacre du 7 octobre et de la continuité de la guerre contre l'État d'Israël, ce qui est une réalité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les réseaux saoudiens, je dis bien les réseaux saoudiens, qui les premiers, avant tout le monde, ont donné la liste des cibles présumées et donc atteintes par Tzal, parmi lesquelles nous avions évidemment Khaled Mashal, la cible la plus importante, 68 ans, ancien chef du bureau politique du Hamas, qui vivait en Syrie avant la guerre civile, installé depuis 2012 au Qatar. C'est en gros le big trésorier qui s'est occupé et de l'argent du Hamas et de sa propre fortune, estimée à 1,5 milliard de dollars. Il avait déjà été la cible d'une tentative d'assassinat israélienne en Jordanie en 97. Les autres, les 5 autres, sont des membres éminents. Mais aujourd'hui, le Wall Street Journal nous apprend que selon le Hamas, je dis bien que la source est le Hamas, la frappe a échoué à éliminer les dirigeants de haut rang, a tué 5 membres de rang inférieur, parmi lesquels Oumam Al-Haya, le fils du négociateur en chef Khalil, et Djihad Labad, le directeur du bureau d'Al-Haya. Je suis incapable, j'ai passé des coups de fil, de savoir qui quoi. Est-ce que Khaled Mashal a été tué ou pas? Est-ce que les 7 hauts dirigeants? Je ne sais pas vous dire. Toujours est-il que d'après le Wall Street Journal, Trump aurait communiqué avec Netanyahou après et non avant l'attaque, et évidemment parlé avec l'émir et le Premier ministre qatari, leur assurant que ça ne se reproduirait plus sur un terrain allié, etc. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré très rapidement: bombarder unilatéralement le Qatar, un allié proche des États-Unis, ne fait pas avancer les objectifs d'Israël. C'est assez modéré comme réaction. Voilà. Et moi, je suis doute. Je suis doute pour une raison. D'abord parce qu'un haut responsable américain avait tout de suite réagi hier en disant que la Maison-Blanche était évidemment au courant. Et pourquoi c'est impossible, d'après moi, que la Maison-Blanche et Trump n'aient pas été au courant, puisque la Qatar abrite la base militaire la plus importante des États-Unis au Moyen-Orient. D'autre part, depuis le début de la guerre Israël-Hamas, l'Arabie Saoudite, les Émiratis et les Égyptes mettent la pression sur le Qatar pour qu'il lâche le Hamas. La réunion de la Ligue arabe au Caire en mars 2025, c'était l'enjeu des négociations. Ce que je crois, moi, que les Saoudiens ont fini, parce que
MBS, Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, à l'oreille de Trump, et on a vu les affaires juteuses qui ont été signées en Arabie Saoudite dernièrement, à l'oreille de Trump, et qui a fini par convaincre Trump de mettre la pression sur le Qatar pour enfin lâcher le Hamas. Et tout ça explique que ce soit les réseaux saoudiens qui étaient les premiers réagis. Je vais plus loin. Et pourquoi le Qatar le ferait, vous allez me dire, David? Parce que d'accord, juste après l'attaque, alors là, le Qatar a parlé d'une attaque lâche, d'une violation flagrante de toutes les lois et les normes internationales, mais elle a lourdement précisé que les Israéliens ont visé les domiciles de dirigeants du mouvement islamique palestinien Hamas, donc qu'aucun Qatari n'a été blessé ou tué pendant l'attaque, etc. Ils ont quand même lourdement insisté là-dessus. Aujourd'hui, on a eu droit à une surenchère verbale, c'est sale, c'est mal, etc. Il n'empêche, le Qatar est depuis des années, et je dis bien des années, le refuge du bureau politique officiellement du Hamas, ce qui explique qu'elle soit tellement médiateur dans l'affaire, et que, les services de renseignement qataris, à la minute près, ils savent qui respire où et mange quoi et se déplace où. Donc ils auraient largement pu faire évacuer les membres du Hamas. S'ils l'avaient voulu, ils l'ont déjà fait. Toute la vase diplomatique des mots scandalisés, c'était pour ne pas laisser croire que le Qatar avait pu lâcher le Hamas, parce que ça, officiellement, c'est mal. Alors attention, je ne dis pas que le Qatar va soudainement cesser d'être la Mecque refuge des frères musulmans. Ils sont bien trop idéologues et c'est trop, j'allais dire, leur plus-value sur le marché des pays arabo-musulmans, et Al Jazeera continuera à exister. Mais ils ont lâché le Hamas pour une seule raison, c'est que c'est plus qu'un poids inutile, un poids mort qui non seulement ralentit les négociations, qui empêche la libération des derniers otages israéliens et le fait de rendre le corps, qui continue de tuer la population gazaoui, parce que tant que le Hamas est dans le jeu, et la population gazaoui, les civils continueront à subir, et parce que le Qatar était dans une position intenable, et vis-à-vis de l'allié américain, et vis-à-vis des concurrents féroces que sont les Émiratis et les Saoudiens. Voilà en tout cas une façon d'appréhender ces bombardements qu'on n'avait pas entendu ailleurs. Rien ne se fait dans le ciel de cette région sans que les États-Unis n'en soient informés, puisque c'est eux qui en assurent la surveillance et la couverture aérienne, et sans que le Qatar lui-même ne le sache. Impossible. Premier allié d'Israël, c'est les Américains. C'est impossible qu'ils les aient pas prévenus, alors qu'ils allaient attaquer un immeuble sur le territoire de leur plus grand allié arabe, qui est le Qatar. On peut se demander quand même si les négociations, du coup, ne seront pas au point mort. Non, ou peut-être qu'elles vont enfin être débloquées. C'est mon avis. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.